il est 18h30. Je vous propose donc qu'on ouvre ce conseil municipal. Je vais donc procéder à l'appel nominal. Alors, Souela Bacour. Karima Baziz. Présent. Annie Delagoum. Présent. Linda Bentifoun. Présent. Sébastien Braillard, excusé, pouvoir à Sébastien Gassan. Guillaume Charlemagne. Présent. Bruno Courtois. Présent. Manuela Delarougeau, excusé, pouvoir à Cédric Stoclet. Patrick Duvol. Présent. Julien Dumeul, excusé, pouvoir à Denis Sago. Salomé Duval, excusé, pouvoir à Laurence Lefebvre. Alain Hibneau. Présent. Bernadette Bruel. Présent. Sébastien Garçon. Présent. Hélène Caffi. Cécilia Cotan. Tamer Cotan. Présent. Pascal Lemoyle. Présent. Laurence Lefebvre. Présent. Julie Lesage présente. Hélène Pelli. Présent. Fabrice Raoul. Présent. Marion Renaudin, excusé, de pouvoir à Priorité Arcy. Denis Sago. Présent. Julien Salé. Présent. Cédric Stoclet. Présent. Priorité Arcy. Présent. Et Patrick Deschamps. Présent. Je suis présente. Cathy Septi, il me semblait que j'ai oublié une ligne. Merci Cathy. Alors je vais donc mettre aux voix l'adoption du PV du dernier conseil municipal. Donc rappelez-vous, pour voter, c'est simple, le plus pour, le moins le contre, et donc c'est l'abstention. Si vous avez un pouvoir pour voter sur les deux boîtiers à votre disposition. Et donc le vote est ouvert. Alors, il manque 4 votes. Je pourrais intervenir, s'il vous plaît. Maintenant. Oui. Madame le maire, chère... Alors, je n'ai pas donné. Les votes sont terminés. Donc, 29 votes pour, c'est adopté. C'était pas une remarque sur le PV Dans la continuité du PV. D'accord. Merci. Madame le maire, chers collègues, lors du précédent conseil municipal, nous sommes intervenus, nous n'avons toujours pas le sentiment d'avoir été entendus. Il suffit pour cela de lire votre tribune. Nous constatons aussi que dans vos communications, vous faites référence à l'équipe municipale. Pouvons-nous penser en faire partie? Nous en serions ravis, mais ce n'est pas le cas. Par exemple significatif constaté lors de la soirée de présentation des investissements aux acteurs économiques début octobre, où notre groupe n'a pas été convié. Pourquoi? Dommage, nous aurions aimé connaître et partager les projets de dénaturisation de notre ville. Ceci étant dit, nous avons été invités à la commission culture. Malgré l'excellent travail des services concernés, nous avons appris que les moyens humains sont en diminution à la bibliothèque et cela pourrait impacter les possibilités d'accueil des groupes scolaires. Conscients des restrictions budgétaires, nous soulignons la nécessité de rétablir au plus vite cette capacité d'accueil auprès des élèves de nos écoles. Nous avons apprécié d'avoir pu travailler et avoir des réponses lors de cette commission. Par contre, concernant la commission finances, prévenue trop tardivement, nous n'avons pas pu y participer. Même si l'ensemble des données n'avaient pas été encore rassemblées, cela ne bloquait pas la planification d'une date suffisamment à l'avance pour que chacun puisse prendre ses dispositions. D'autant que la remarque sur les délais vous avait déjà été faite préalablement. D'autres informations précises sur le sujet, nous aurions également quelques précisions. Faute d'informations précises sur le sujet, nous aurions également quelques précisions à vous demander sur le lancement de la nouvelle campagne du territoire. Nombre d'habitants s'interrogent sur la participation de l'acteur historique qu'est l'OMS. Pourriez-vous nous dire quel a été le résultat de votre concertation avec l'OMS? Même si une nouvelle organisation peut être imaginée, l'ensemble des associations composant le tissu associatif a le droit de savoir. Quid des travaux réalisés au cimetière? Même si le résultat semble satisfaisant, à confirmer avec le temps, les grands couronnés auraient aimé être informés sur ce projet, et plus particulièrement à la veille de Toussaint, avec du rubalis de signalisation obstruant les allées. Que dire aussi du passage d'une fibre optique en direction de Moulineaux sur notre commune? Les travaux ont été concédés à une entreprise par la métropole Rouen-Normandie. Seul souci, aucun suivi des travaux n'était prévu par nos deux collectivités. Seule la mobilisation des citoyens des deux communes a permis la sollicitation de la métropole auprès de la société intervenante pour minimiser les nuisances occasionnées. Que pouvons-nous faire pour éviter de telles déconvenues à l'avenir?
Soulignons enfin le projet de délibération sur les comités citoyens de quartier qui devrait permettre une plus grande représentativité, participation et l'existence de l'expression des grands points nets pour chacun des quartiers de notre ville. Nul doute que ces derniers pourraient être plus visibles et leurs propositions connues des habitants, ce qui n'a pas été le cas depuis leur création. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Monsieur Courtois. Juste pour rappel sur le déroulé du conseil municipal, donc les informations diverses sont données, lorsqu'elles sont données dans le conseil municipal, sont les informations du maire. Premier point. Le deuxième point, parce que je ne veux pas répondre à tout, l'idée c'est quand même d'intervenir sur, en lien avec les délibérations, sur des sujets qui sont en lien avec les délibérations, parce que je ne pourrais pas répondre point pour point à ce que vous venez de dire, Monsieur Courtois, mais quand même deux réponses. D'abord sur la réunion que vous évoquez, qui est liée au mécénat, mais on aura l'occasion d'y revenir dans une délibération de la direction des finances. Vous n'avez pas été invité puisque ce sont des projets qui sont inscrits au PPI et j'ai cru comprendre que vous alliez voter contre le PPI. Donc en définitive, ce sont des projets qui ne vous intéressent pas. Et sur les commissions, sachez que le fonctionnement des commissions est conforme au règlement que nous avons voté en conseil municipal. Donc n'hésitez pas à intervenir donc, sur les sujets qui intéressent les délibérations dont nous discutons. Je vais donc mettre aux voix donc l'ordre du jour du présent conseil municipal, mes chers collègues. Alors il manque un vote, 29 votes pour, donc l'ordre du jour est donc adopté. Donc, en information diverses, mes chers collègues, que je souhaitais vous donner ce soir. Un mot pour votre information, sachez que nous avons été reçus à Bercy, au ministère de l'économie et des finances il y a quelques semaines, avec 3 parlementaires et 5 maires, dont la délégation faisait partie, donc Moulineau, La Bouille, Sahur et Auto-sur-Seine, au sujet de la possible installation d'une méga sucrerie sur notre territoire. Donc l'objectif de la rencontre, même si nous n'avons pas pu rencontrer le ministre, mais ses conseillers, l'objectif était double. D'abord d'obtenir des informations sur l'état d'avancement du projet et surtout alerter le ministère sur les risques d'une telle implantation. Donc, je ne reviendrai pas sur les risques que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici en conseil municipal, mais sachez que nous avons insisté sur le caractère insoutenable de ce projet d'un point de vue économique, écologique, d'un point de vue d'urbanisme également. Et nos arguments vont être examinés lors d'une prochaine réunion interministérielle, donc qui réunira entre autres le ministère de l'économie, celui de l'agriculture, le ministère de l'industrie, du commerce extérieur également, et vont être examinés également des projets de développement économique alternatifs qui pourraient être installés sur le territoire. Toujours sur une information en lien avec le ministre, sachez que nous avons eu la visite la semaine dernière du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, à l'usine CEPOL dans le cadre du plan de décarbonation. Et il a choisi ce site industriel car c'est un site qui figure parmi ceux qui ont déjà enclenché le processus de décarbonation en privilégiant notamment les filières nationales et en développement des énergies renouvelables sur le site. Plutôt une bonne nouvelle. Un mot enfin avant de passer les délibérations à l'ordre du jour de ce présent conseil. Comme la dernière fois, de nombreux sujets ce soir sont inscrits à l'ordre du jour et qui sont impactés par la conjoncture actuelle. Il est primordial de rappeler cette conjoncture actuelle, même si autour de la table, bien sûr, chacun le sait. Cette conjoncture contre laquelle on se défend. On est en ordre de marche depuis le printemps par des actions multiples à la fois politiques et pratiques. Cette conjoncture, elle induit des aléas importants sur le plan budgétaire, d'autant que l'avenir est incertain. Je crois qu'il est important ce soir d'exprimer notre profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la commune. Nous devons faire face à une situation sans précédent.
Les coûts d'énergie, les coûts des produits alimentaires, des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui va gravement compromettre l'équilibre du budget. Nous avons connu la sortie de crise sanitaire, si toutefois on peut parler de sortie de crise. On nous avait dit que tout irait mieux et puis il y a eu l'Ukraine. On nous parle aujourd'hui de diminution possible de l'inflation dans les mois à venir. Au final, on ne sait rien. Personne, et je dis bien personne, ne peut présager de ce que sera l'avenir. Dans ce contexte de crise mondiale, le gouvernement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux communes de disposer des moyens d'assurer leur mission d'amortisseur des crises. Alors c'est pourquoi cette conjoncture actuelle est une préoccupation centrale qu'on retrouvera dans toutes les délibérations qui sont inscrites tout au long de ce conseil municipal. Car oui, nous sommes mobilisés pour trouver des solutions, comme j'ai pu le dire précédemment lors d'un précédent conseil. Il ne s'agit pas de revoir nos engagements politiques, mais leurs priorités. Je laisserai donc le soin à Guillaume Charlemagne d'y revenir tout de suite, puisque nous allons dérouler l'ordre du jour avec les premières délibérations de la direction des finances. Avec une première délibération donc sur la nomenclature budgétaire et comptable M57. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne savais pas que je vais commencer cette délibération de musique, et je vous remercie. La nomenclature donc budgétaire et comptable M57 pour une adoption au 1er janvier 2023. Toutes les collectivités et leurs établissements devront avoir adopté l'instruction M57 au plus tard au 1er janvier 2024. Elle est plus récente, complète et avancée en termes d'exigences comptables que les autres nomenclatures en vigueur. Elle a été concertée avec les acteurs de terrain. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies, avec les principales évolutions et assouplissements en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de fongibilité des crédits également, et en matière de gestion des crédits pour les dépenses imprévues. La gestion des amortissements et immobilisation M57, c'est un passage qui nécessite de fixer un mode de gestion des amortissements, des immobilisations, conformément aux dispositions de l'article 2321-2 du CGCT, l'amortissement, c'est-à-dire le constat annuel de la dépréciation de la valeur d'un bien et la mise en réserve de la ressource nécessaire à son renouvellement, des immobilisations corporelles et incorporelles est considérée comme une dépense obligatoire des communes de plus de 3500 habitants. Les durées d'amortissement seront fixées par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens en respectant les règles définies dans le Code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est nécessaire de mettre à jour une délibération prise le 19 novembre 2018 pour définir des durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature. Au vu donc des éléments considérant le souhait de la collectivité d'adopter cette nomenclature par anticipation d'une année, il est proposé donc d'adopter la mise en place de celle-ci budgétaire et comptable et l'application de la M57 pour le budget principal de la ville de Vent-Couronne à compter donc du 1er janvier 2023. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne un changement de maquette budgétaire et la colonne BPM-1 ne sera pas renseignée la première année. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques à vous mettre au voie? Non. Et donc on voit cette délibération. Vote pour donc cette nomenclature M57 et donc le règlement budgétaire et financier qui va avec. Guillaume Charlemagne. Merci. C'est donc une obligation d'avoir un règlement budgétaire et financier. C'est le corollaire de la mise en place de la nomenclature M57. Ce règlement budgétaire et financier est un document pour les collectivités qui sont concernées par la mise en place de cette nomenclature. Au travers des éléments qu'il contient, budgétaires, organisationnels ou encore comptables, il permet de décrire et faire connaître les procédures budgétaires et comptables de la collectivité aux élus et à l'ensemble des acteurs financiers
au sein d'une collectivité, de rappeler également les normes et les principes comptables, de fonder d'éventuels vides juridiques en matière d'autorisation d'engagement, de paiement et de crédit de paiement. Il vous est donc proposé d'approuver les termes du règlement budgétaire. Merci Guillaume. Je donc on voit cette délibération, s'il n'y a pas de remarques. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une convention sur le mécénat. Merci, il s'agit donc en effet d'une convention type, une charte éthique en projet 2023. La ville de Jean-Couronne a la possibilité de diversifier ses sources de financement pour conduire ses projets d'intérêt général. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi recevoir des dons de la part de partenaires économiques au titre du mécénat dans le respect des règles administratives, fiscales et concurrentielles. 2 projets ont été identifiés en 2023 pouvant accueillir ces financements participatifs. Le projet de renaturation de la cour de l'école Victor Hugo élémentaire et celui de l'espace socio-écologique multisport des Essarts. Dans la perspective de soutenir ces projets structurants d'investissement inscrits au PPI pour l'année 2023, il est nécessaire donc de contractualiser chacun des engagements au titre du mécénat. Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer sur l'organisation globale de la démarche, sur l'autorité donnée au maire ou à son représentant de signer la charte éthique de la ville de Jean-Couronne, sur l'autorité donnée au maire ou à son représentant de signer les conventions au fur et à mesure de leur finalisation, et sous l'autorité du maire ou de son représentant de signer tout document relatif à cette affaire. Très bien, merci Guillaume. Denis Sagot. Ça permet quand même d'intervenir, Madame le maire. En ce qui concerne la délibération relative au mécénat, je pense que nous pouvons voter favorablement, néanmoins. Et une fois de plus, il faut dénoncer la méthode. En effet, les entreprises de Jean-Couronne ont été, préalablement à cette délibération, déjà sollicitées. Les projets déjà présentés. Et on se demande donc quel est l'intérêt de discuter de cela au conseil municipal, alors même que les élus de l'opposition n'ont pas eu une seule communication sur les projets concernés par ce mécénat. Vous l'avez compris, nous sommes plutôt adeptes de l'entrée plat dessert quand visiblement vous semblez prendre les choses par tous les bouts et nous présenter le dessert avant l'entrée. Mais encore une fois, je vous rassure, nous ne sommes pas surpris, c'est votre méthode, Madame Le Sage. Ne surtout pas dire ce que je fais et le faire quand même. Je vous remercie. Merci Monsieur Sagot. Je rappelle tout de même que l'objet de cette délibération, c'est l'adoption de la convention type et de la charte éthique. Je rappelle quand même, à titre préliminaire, que le dispositif de mécénat est un dispositif d'aide des entreprises vers la commune, à l'inverse, et que ce dispositif de financement a vocation à s'étendre. On sait bien qu'aujourd'hui, les ressources de financement sont de plus en plus limitées. C'est une source supplémentaire car, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais notre doctrine est claire. Il n'y aura aucun impact sur la fiscalité pour les couronnés, sur la qualité des services, sur la tarification qui serait jugée anormale. On aura l'occasion de discuter dans une prochaine délibération. Bref, il n'y aura pas de préjudice pour les habitants. Donc, au-delà de la recherche de partenaires classiques, j'ai envie de dire, État, département, région, métropole, qui se poursuit d'ailleurs, je fais une parenthèse, puisque j'ai eu l'occasion aussi de le dire, mais vous savez, nous avons désigné un agent qui est dédié à ce poste, dont les missions consistent en la recherche de recettes, et qui a trouvé grand nombre de recettes dont nous pouvons nous réjouir, à travers notamment les appels à projets, mais pas que. Et cette démarche de mécénat se démocratise dans les collectivités de plus en plus. Nous avons d'ailleurs fait appel à la métropole Rouen-Normandie pour nous accompagner sur ce sujet. Donc là, sur la méthode, nous sommes effectivement dans le bon sens, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu un PPI, je le redis, pour lequel vous avez voté contre nos projets. Et dans la suite logique, les entreprises sont sollicitées pour que nous puissions leur présenter nos projets, dont celui des Essarts, le projet majeur des Essarts sur les terrains près du centre de loisirs,
Et cette démarche de mécénat, elle apporte, au-delà de l'aspect financier bien sûr, mais elle apporte aussi une approche qualitative de nos projets dans la structuration, dans les compétences. Le fait d'avoir des mécènes parmi les acteurs économiques donne de la crédibilité à nos projets, de l'intérêt au territoire, et cela participe également à une démarche de développement économique. Donc cela est pour nous une formidable occasion de travailler avec le tissu économique du territoire. C'est un formidable outil collectif pour porter des projets. Je suis convaincue que le partenariat avec les acteurs économiques permet de renforcer l'attractivité de notre territoire, ce dont nous souhaitons tous, bien sûr, pour Grande Couronne. Donc, mes chers collègues, je vais vous proposer de mettre au voie cette délibération sur la convention antique et la charte. Donc nous avons 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Donc, la délibération suivante est celle sur le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Guillaume Chardin. Merci. Au préalable, je souhaitais remercier tous les collègues et les personnels municipaux qui ont pu dégager énormément de temps et de travail sur cette délibération, avec des travaux qui ont été associés au contexte économique, à la conjoncture économique que tout le monde connaît ici. Ce rapport d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire de la collectivité. Il présente les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif et doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal. Le document qui vous a été remis présente d'abord une conjoncture générale, la situation budgétaire de la collectivité au terme de l'exercice, les orientations du budget de l'année 2023, tant au niveau du fonctionnement que de l'investissement. Sur la conjoncture économique, pour 2023, les incertitudes sont encore fortes. Les aléas portent à la fois sur les quantités et les prix d'approvisionnement en gaz, ainsi que sur l'ampleur et la durée des mesures gouvernementales de protection des ménages et des entreprises. Dans le scénario dit de référence, les tarifs d'électricité évolueraient comme en 2022 et les tarifs de gaz ne rejoindraient qu'à la mi-2024 les niveaux justifiés par les prix du marché. Les prévisions aboutiraient en 2023 à une hausse du produit intérieur brut de 0,5% et un taux d'inflation de 4,7% avec un pouvoir d'achat par habitant qui serait préservé. Au regard de ce contexte, le gouvernement a présenté le 6 octobre 2022 son plan de sobriété énergétique. L'objectif est de réduire de 40% la consommation d'énergie du pays d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Cet objectif se traduit notamment par une diminution de la consommation d'énergie de l'ordre de 10% lors des 2 prochaines années et la sortie progressive de la dépendance aux énergies fossiles. La ville de Grande Couronne propose à l'échelle communale le plan de sobriété énergétique qui est en annexe des documents qui vous ont été remis et dont il sera tenu compte dans le budget primitif pour 2023. Concernant le projet de loi de finances pour 2023, il faut retenir les principales mesures suivantes. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, suppression progressive en 2023 et 2024 pour les entreprises, compensation dès 2023 pour les collectivités pour une fraction de TVA nationale composée de la moyenne de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue entre 2020 et 2022, ainsi qu'une part en fonction du dynamisme de la TVA nationale dont la répartition reste encore à préciser. Il y a également le Fonds national de péréquation intercommunale. C'est un effort fiscal pour bénéficier du versement et l'aménagement de la garantie en cas de perte d'éligibilité. La dotation politique de la ville également, une minoration de la population située en quartier prioritaire. Concernant les orientations budgétaires 2023, au niveau des recettes, la moyenne des recettes en fonctionnement est de 21 353 681 € entre 2017 et 2021. Sur la fiscalité à Grande Couronne, il y a une stabilisation de l'effort fiscal comme en 2022. Une stabilité également du Fonds national de péréquation, des ressources intercommunales et communales, mais également de l'attribution de la compensation et la dotation de la solidarité communautaire, ainsi que du Fonds national de garantie individuelle de ressources.
Les prévisions fiscales pour 2023 sont ajustées au contexte local et national. La taxe sur l'électricité est prévue à la baisse en 2023 par prudence. La taxe sur les pylônes est en hausse constante de plus de 2% par an. La taxe sur la publicité devrait se stabiliser à 26 000 € par an. Pour 2022, les compensations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'élèvent à 2 743 000 € et celles sur le non bâti se montent à 900 €. L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 institue une dotation au profit des communes et de leurs regroupements les plus impactés pour la hausse de l'inflation sur les dépenses d'énergie et d'alimentation 2020. Au vu de ces éléments dont la ville dispose et la projection réalisée, la ville pourrait prétendre à recevoir une aide avoisinant 454 000 €. Cette somme sera donc inscrite au BP 2023. Les tarifs des produits seront revalorisés au présent conseil municipal et afficheront une hausse moyenne de 2%. Le projet de BP 2023 tiendra compte de cette revalorisation des tarifs. La fiscalité sera contenue et la réévaluation des tarifs pratiqués, donc services rendus, préservés, avec l'application d'un taux faible, éloigné de la réalité de l'inflation connue en 2022, afin de ne pas impacter la population couronnaise. La priorité est donc donnée en 2023, comme cela a été effectif en 2022, aux recherches de recettes, en fonctionnement et en investissement auprès des partenaires institutionnels et grâce à une élaboration soignée et argumentée des dossiers de financement présentés. Une veille relative aux appels à projets et aux subventions thématiques est mise en place et une nouvelle démarche relative au mécénat est engagée. En termes de dépenses, au niveau du fonctionnement, la moyenne des dépenses de fonctionnement est de 20 355 260 € entre 2017 et 2021. Le chapitre des dépenses de personnel est un poste qui est important du budget puisqu'elle représente un peu plus de 60%, 61% des dépenses réelles de fonctionnement de la ville en 2023. Cela est dû notamment aux différentes revalorisations intervenues en 2022, indiciaires, reclassement au 1er janvier 2022, ajustement à la valeur du SMIC. L'impact de ces revalorisations sur le budget s'élève à 501 160 €. La gestion prévisionnelle des emplois est impactée par ces argumentations de rémunération et nécessite de poursuivre la rationalisation du fonctionnement des services. Pour l'ensemble des autres dépenses sur le budget principal de la ville, en comparant le BP 2023 avec celui de 2022, une baisse des charges réelles se profile à raison de moins 2,8%. La subvention du budget CCAS est stable par rapport au réalisé des années précédentes et une adaptation à la hausse des contributions au CRD et au CIVU est envisagée pour tenir compte des incidences de la conjoncture économique. L'impact des difficultés d'approvisionnement en matières premières s'est étendu aux coûts affectés aux achats publics et ceux liés aux consommations de fluides. Le budget 2023 prend en compte cette dégradation prolongée de l'inflation qui se répercute sur un grand nombre de postes de dépenses de fonctionnement. Ces dépenses supplémentaires seront inscrites avec un souci d'équilibre. La priorité est donnée à une réévaluation des charges courantes et à la diminution des inscriptions visant à couvrir les aléas. Un travail concerté et détaillé avec Madame le maire et les adjoints au maire a ainsi permis de raisonner l'inscription de certaines dépenses devenues traditionnelles depuis de nombreuses années, mais dont la nécessité immédiate n'apparaissait pas dans la réalité. Un travail est poursuivi concernant la diminution des charges, la renégociation des contrats, la mutualisation de moyens, le changement de pratique parallèlement qui comprend un processus d'économie d'énergie et un travail de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Au niveau de l'investissement, la capacité d'autofinancement, l'épargne brute, est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement et notamment le capital de la dette qui doit obligatoirement être financé avec des ressources propres de la ville. Pour 2022, cette épargne brute est de 1 533 000 €. L'épargne nette est donc de ce fait très fragile et malheureusement anticipe une possible dégradation budgétaire
à venir puisque le capital augmente d'année en année. L'abondement des ressources de financement tiendra aux efforts poursuivis de diminution des dépenses en fonctionnement et des recherches de recettes supplémentaires pour mettre en œuvre le PPI, visant notamment à améliorer le patrimoine immobilier de la ville. La dette se compose pour 2023 d'intérêts à hauteur de 554 695 € et du remboursement en capital pour 2 121 989 €. Le capital à rembourser augmentera jusqu'en 2028, où il va atteindre 2 330 300 €. L'inscription d'un diagnostic énergétique pour 2023 sur l'ensemble des bâtiments permettra d'adapter le PPI en 2023. La municipalité donne ainsi la priorité aux besoins de travaux et d'aménagement qui servent et préservent les intérêts des grands courriers. Par ailleurs, le plan pluriannuel d'investissement adopté lors du précédent conseil municipal prévoit à titre principal des investissements suivants pour le budget 2023. D'abord, la rénovation thermique de l'école Victor Hugo élémentaire, la renaturation de la cour de cette même école et l'adaptation de l'espace d'accueil dédié au périscolaire. Ensuite, l'aménagement d'une partie de la parcelle attenante au centre de loisirs Jean Coiffier pour y accueillir un espace sportif et une dominante forte en matière de développement durable, social et écologique. Encore, le renouvellement de la flotte automobile est poursuivi en faveur de véhicules non polluants. Enfin, des travaux d'accessibilité à l'école Buisson, le renouvellement de matériel pour le fonctionnement des écoles, des équipements de sécurité dans les bâtiments et des investissements destinés à moderniser le traitement du service à la population à l'ère du tout numérique. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume pour cette présentation très claire. Il y a des demandes d'intervention. Denis Sago. Merci Monsieur Charlemagne pour cette lecture un peu plus ardue. Madame le maire, mes chers collègues, en introduction de ce débat d'orientation budgétaire, j'aimerais rappeler qu'une nouvelle fois, le travail des commissions a été bafoué par la majorité municipale. Mes collègues du groupe ont déjà eu l'occasion de le souligner lors du dernier conseil municipal, lorsque vous aviez présenté une délibération venant amender le PPI de près de 4 millions d'euros sans que ces informations ne soient discutées ou même communiquées à la commission des finances. Aujourd'hui, c'est bis repetita. Et alors même que nous devons discuter des orientations budgétaires, force est de constater qu'aucun élément n'a été inscrit à l'ordre du jour de la commission des finances. Cela en dit long sur le respect des institutions, sur le respect du travail des commissions et sur le respect du travail de l'opposition. Vous me direz, nous commençons à avoir malheureusement l'habitude de ces méthodes, Madame la maire. Vous avez une bien bizarre conception de la démocratie, et cette méthode est d'ailleurs fortement décriée au sein même des services municipaux par des agents, dont certains parfois très proches de vous, mais aussi par des élus ici présents autour de la table, quelle que soit leur appartenance politique. Alors, sans doute par pudeur et pour ne pas se faire réprimander, ils ne prendront pas la parole, mais en tout cas, je les remercie vivement pour les messages de soutien qu'ils ont pu nous adresser dernièrement. Cela étant dit, passons maintenant au débat portant sur les orientations budgétaires. Une fois passées les presque 10 pages consacrées à la politique nationale et internationale, de la France et de l'Europe, vient enfin le moment où le document que vous nous présentez ce soir traite des questions essentielles qui touchent le budget communal. Force est de constater que le compte n'y est pas. Alors que vous dites souvent, Madame la maire, que votre méthode consiste à dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, eh bien je suis une nouvelle fois, ce soir, obligé de constater que cette phrase ne reflète aucunement la réalité et la manière dont vous gérez les finances de la commune. Je m'en explique. En effet, lors de la campagne municipale, vous aviez pris l'engagement devant les couronnés d'agir fortement en faveur de la réduction des dépenses de la collectivité. Le tour de magie, promis à cette époque, a traversé l'épreuve des faits, et il s'est vite transformé en un mauvais tour de bonne taux. Les dépenses relatives au personnel n'ont jamais été aussi hautes, et les dépenses à caractère général également.
Cette explosion des dépenses de fonctionnement conduit la collectivité à perdre toutes ses marges de manœuvre. J'en veux pour preuve l'état de l'épargne brute qui, pour l'année 2023, peine à atteindre les 1,5 million. C'est, ne vous en déplaise, nettement moins bien que la situation dont vous avez hérité. De la même manière, et c'est peut-être encore plus significatif, on constate un déficit de fonctionnement pour 2022 et un résultat à zéro pour 2023. Si l'on regarde ce chiffre depuis 2014, jamais durant cette période le résultat de fonctionnement de la collectivité n'a été négatif. Jamais. Bien au contraire, puisque lorsque votre équipe est arrivée à la tête de la collectivité, ce résultat était de plus de 3 millions d'euros. Alors, vous pourriez dire que l'augmentation des dépenses de personnel est liée à l'augmentation non souhaitée du point d'indice, mais cette réponse serait beaucoup trop simpliste, car si l'on regarde l'histoire de la collectivité, on constate que le point d'indice a déjà fait l'objet de différentes augmentations, sans que pour autant le résultat de fonctionnement conduise à un déficit. Il faut ouvrir les yeux, Madame la maire. Votre majorité dépense plus d'argent qu'elle n'en fait rentrer. C'est loin de la gestion en bon père de famille que vous prenez lors de votre élection. Vous êtes dans l'incapacité de contenir les dépenses de fonctionnement et dans l'incapacité d'imaginer de nouvelles politiques publiques permettant de rendre des services toujours plus nombreux aux couronnés, sans pour autant faire exploser le niveau des dépenses. Vous devez également cette situation à la faible dynamique de vos recettes, qui sont pour la plupart liées à des dotations gelées. Même si l'augmentation des bases fiscales va rapporter cette année plus 300 000 € supplémentaires à la collectivité. Il s'agit là d'une somme importante issue de l'impôt payé par les couronnés, et dans ce cadre, nous nous interrogeons sur ce que vous entendez faire pour stabiliser l'imposition. L'imposition a augmenté du fait des bases. Faut-il comprendre que vous allez baisser les taux, ou tout simplement maintenir le taux et profiter de l'augmentation des bases? De même, en ce qui concerne les recettes, votre majorité prévoit une nouvelle fois l'augmentation des tarifs dans un contexte de forte inflation qui impacte le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors, vous expliquez que cette augmentation ne sera pas corrélée à celle de l'inflation. J'ai envie de dire, heureusement, car l'inflation sera cette année autour de 7%. Et je ne pense pas que le salaire des habitants aura augmenté d'autant. Dans un contexte où tous les pays européens cherchent par tous les moyens à limiter l'inflation, vous vous apprêtez à l'inverse en augmentant une nouvelle fois les tarifs des services, dont celui de la cantine. Alors que l'an dernier, dans un contexte de crise, vous avez déjà pris cette posture qui nuit gravement au pouvoir d'achat des habitants. Ainsi, en plus des 300 000 € de fiscalité supplémentaire, les couronnés devront payer une augmentation des tarifs. Nous ne sommes évidemment pas d'accord avec cette solution, vous vous en doutez. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors du vote du budget, mais nous vous alertons sur la situation dans laquelle se trouvent les familles qui n'en peuvent plus de toutes ces augmentations, qu'il s'agisse de la fiscalité, des prix de l'alimentation ou du prix des services municipaux. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce débat d'orientation budgétaire. Ce dernier ne donnant pas lieu à vote, nous aurons l'occasion de nous exprimer plus longuement au moment du vote du budget. Je vous remercie. Merci, M. Salot. D'autres interventions? Oui, également. Monsieur Sagot, faut-il vous rappeler l'état des lieux effectué au niveau des infrastructures sportives en juillet 2020? Je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. L'espace Alex Jany est dans un état qui nécessite plus de 1,5 million d'euros pour sa remise en état, et cela sans parler de la nécessité d'isoler les locaux. La salle de sport de l'Aune n'est plus utilisable pour les sports à forte mobilité. La toiture de la salle Hélène Boucher nécessite une réflexion. L'anneau cycliste n'est plus utilisable. Au moins 3 cours de tennis seraient à refaire, etc., etc. Aucune des installations sportives de la ville n'a été correctement isolée. Nous avons hérité de véritables passoires thermiques. S'il y a 10 ans, on pouvait s'en accommoder, aujourd'hui, avec la hausse des prix fluides et énergie, ces équipements sont devenus un gouffre financier auquel nous devons faire face. Je peux également vous citer quelques chiffres.
qui aurait pu nous aider si on avait fait les choses correctement. L'anneau cycliste, travaux réceptionnés en avril 2017. Montant total 101 929 €. Depuis juillet 2020, il n'est plus praticable pour le vélo de route à bon niveau. C'est dommage pour un anneau cycliste. Terrain de foot, traçage synthétique, travaux réceptionnés en novembre 2019. Pour le traçage permanent des lignes, ça nous avait coûté 13 560 €. Dès 2020, ces lignes n'étaient plus visibles, donc complètement enfoncées. Donc également à refaire. On va peut-être arrêter ici la liste, mais la liste est très très longue et c'est à tout ça qu'on doit faire face aujourd'hui. Merci, Prijo. Fabrice Raoult. Oui, merci Prijo. Je vais reprendre un peu ce qu'a commencé à développer Prijo. Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Le PPI, ça a été la rengaine. C'est dommage, Julien Buyol n'est pas là ce soir parce que je vais essayer, comme mon habitude, de répondre très directement en prenant des exemples très précis, en donnant des montants très précis. Le PPI, c'est une chose. Le PPI, c'est faire des choses, prévoir des choses, construire. C'est le cas. On a prévu quelques investissements pour l'année prochaine. Mais il faut se mettre dans le contexte actuel. Prijo parlait j'ai pas envie de parler d'héritage. Il est là. Il faut faire avec. On a repris une situation. Il en a décrit quelques contours sur les installations vétustes, des surprises. On a eu quand même depuis 2 ans beaucoup de surprises. Et moi, c'est peut-être une déformation professionnelle. Certains le savent ici, j'ai évolué pendant quelques années dans un organisme de contrôle. Donc les diagnostics, ça me connaît, et j'aime bien en faire, pour savoir où je vais. Donc la première des choses qu'on a fait quand on est arrivé, pendant 2 ans, voire un peu plus de 2 ans, c'est de faire des diagnostics. Voilà. De dire, tiens, on a tel parc, tel équipement, tel matériel, telle partie immobilière, et on va se rendre compte de la vétusté ou du très bon état de ces établissements. On s'est aperçu effectivement au fur et à mesure que nos investigations avançaient, qu'il fallait pour le bien-être des couronnés, bien évidemment, mais aussi du personnel, il fallait remettre en état certains, la plupart, allez, je ne vais pas dire certains, la plupart de nos équipements, il fallait les remettre en état. Et bien évidemment, ça a un coût. Prijo a parlé des toitures, effectivement. Diagnostic toiture, Hélène Boucher, un équipement qui a une vingtaine d'années, la toiture est bonne à refaire. Coût estimé 500 000 €, à peu près. La piscine, j'en parle même pas. La piscine, effectivement, je fais l'impasse là-dessus parce que ce sont des travaux qu'on a prévus dans le PPI, peut-être pas l'année prochaine, mais je crois en 2025, si mes souvenirs sont bons. Là encore, un demi-million d'euros. Et puis, j'en passais des meilleurs. J'ai fait une petite liste à l'après-vert en m'asseyant quelques instants. Maison Carmont, façade toiture, stade de l'Aune, enfin la salle de l'Aune. Bon, là, je ne sais même pas s'il ne faut pas la raser, cette salle, puisqu'elle est pratiquement impraticable. Hélène Boucher, j'en ai parlé. Les écoles, les cours d'école, bien évidemment. Le CRD, qui est un établissement qui a une vingtaine d'années et qui vieillit très très mal. Donc là aussi, il y aura des gros travaux à réaliser, et cela dès l'année prochaine. Je ne parle pas des installations neuves, là également. Moi, je veux bien aussi entendre tout ce qu'on veut. Une salle de remise en forme qui, au bout de 2 ans, a des malfaçons de partout et qu'il faut revoir, qui est fermée à l'heure d'aujourd'hui. Bon, voilà. Le terrain de foot, alors là c'est le pompon. Un investissement d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros. Alors, je ne compte pas les aides qu'on a eues. Terrain praticable. En train de refaire le terrain qui est juste à côté, le terrain d'entraînement, donc ça pénalise aussi nos clubs locaux. Malfaçon également sur le clubhouse. Enfin, j'en passais des meilleurs. À un moment donné, si vous voulez, moi je veux bien construire, je veux bien qu'on soit des bâtisseurs, qu'on fasse des choses supplémentaires, mais il faut s'occuper de ce qu'on a actuellement. Et ce qu'on a actuellement, ça a un coût. Donc, c'est des choses que l'on va mettre au fur et à mesure dans le PPI, le fameux PPI dont on parle depuis le début, et qui est bien là, qui est bien constitué. Donc,
c'est des coûts importants que va devoir supporter la commune et qui va nous empêcher malheureusement d'investir dans d'autres équipements. Ça, c'est la première chose, et je parle uniquement des bâtiments. La flotte automobile, là encore, j'en parle pas, j'en ai parlé la dernière fois, très rapidement. Moyenne d'âge des véhicules de tous nos salariés, de tous nos employés, une vingtaine d'années. Eh bien, on est en train de la renouveler. Donc, on provisionne 100 000 € par an. C'est largement insuffisant, puisqu'on veut rentrer dans une transition écologique et remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques, avec le coût que vous connaissez. Un véhicule électrique, c'est 30 000 € minimum. Pour un véhicule léger ou un petit utilitaire. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut, je crois qu'on l'a oublié, il y a tout ça qu'il faut mettre sur la table, et dont il faut parler. Et ça, c'est notre quotidien. Voilà. C'est le quotidien de la municipalité, et c'est le quotidien de notre gestion. Je ne parle pas des fluides, là on est tous d'accord, puisqu'on est les premiers concernés, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. On a vu une flambée énorme au niveau de nos installations et au niveau de notre facturation pour tous les établissements. Là, je mets un peu de côté la piscine, où effectivement, on a provisionné 450 000 €. 450 000 €, presque un demi-million, qui passe sur peut-être la surprise que l'on aura en fin d'année quand Dalkia, l'exploitant, va nous envoyer les factures. Bon, et ça concerne tous les établissements. On a mis en place des mesures qui vont dans le bon sens, réduction de température, etc., etc. Est-ce que ce sera suffisant? Moi, j'en sais rien. Et je ne sais pas ce que va devenir la facture de gaz dès l'année prochaine. Là, on est sur 2022. 2023, voilà, provision. Est-ce qu'on sera dans les clous? Est-ce qu'on n'y sera pas? J'en sais rien. Donc, on a toute cette conjoncture. Et vous avez tendance à l'oublier, cette conjoncture. Alors, elle s'applique pour tout le monde. Elle est valable pour tout le monde. Bon, hier, nous étions en commission, en conseil métropolitain. Il y a une provision de 20 millions € sur les fluides. On est à l'échelle de la métropole. Nous, c'est 1 demi-million. Bon, c'est pas rien. Donc voilà, donc on est dans toute cette gestion au quotidien, certainement ce qui nous empêche d'investir dans des différents projets que nous avons, qui faisaient partie, vous avez rappelé effectivement la campagne municipale, il y a eu des choses qui ont été dites. Est-ce qu'on les tiendra, ces choses-là? Je l'espère, ce sera compliqué. Voilà, donc c'était un petit rappel pour remettre tout ça dans le contexte. C'est un contexte contraint, difficile. On est en permanence, et moi j'ai la chance ou la malchance, j'en sais rien, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais de gérer le technique. Donc du technique, des bâtiments découlent pas mal de coûts, de dépenses. Et bien on essaye de faire avec. Donc la bonne volonté, elle est là. On va de l'avant, on essaye de faire des économies, on essaye d'aller à la recherche de subventions, à la recherche de recettes supplémentaires par les différentes institutions. On y arrive. On a bien travaillé, et je regarde Charline qui est en face de moi, effectivement, qui a fait un excellent boulot au niveau des différentes administrations, que ce soit la métropole, le conseil départemental et la région. Voilà, c'est un facteur important, et j'aimerais vraiment qu'on en soit conscient ce soir, voilà, avant de tomber dans un débat purement politique. Il y a une réalité, et la réalité, ben, on y fait face, et elle n'est pas simple. Patrick? Oui, moi je voulais, Monsieur Sago parle des augmentations que la municipalité met en place. Moi je voudrais simplement lui rappeler qu'en ce qui concerne les équipements sportifs et les tarifs sportifs, Monsieur Sago, vous avez voté pour à la dernière commission sport. Donc je suis quand même surpris d'entendre ce dialogue-là. Et le deuxième point, je voudrais m'adresser à Monsieur Véchambre. Qui était Monsieur Véchambre, qui était l'adjoint au sport. Si ça vous déplaît, Monsieur Sopé, ce que je dis, vous pouvez les voir dehors. Non, mais il fait des grimaces sur plus qu'on parole, dit. merci de respecter les Oui, il me respecte aussi à ce moment-là. Je ne vous ai pas lancé la parole. Donc dans la continuité de ce qu'a dit Préto, on a un terrain de rugby avec une main courante qui a été mise au mauvais endroit. Aujourd'hui, si on veut le remettre à la bonne distance, ça nous coûte 45 000 €, vous voyez.
Aujourd'hui, le club de rugby ne peut pas jouer à Grand Couronne parce que le terrain n'est pas homologué. Donc c'est quand même vraiment dommage de voir ça. Je ne sais pas si vous avez été voir le terrain de tennis des Essarts. Je ne sais pas si vous avez été voir l'état dans lequel il est. C'est franchement honteux. Les habitants des Essartais ne peuvent même pas aller jouer sur le terrain de tennis aujourd'hui. Et le dernier point sur lequel je voudrais quand même insister, puisqu'on parle d'argent, concernant le club house et les vestiaires du club de foot, qui a été construit en 2019. Heureusement qu'avec le directeur des sports et moi-même, puisque je suis intervenu auprès de la Fédération française de football, pour toucher le FAFA et de récupérer quand même 44 000 € qui risquaient d'être perdus, puisque si la demande n'est pas faite dans les 3 ans et on atteignait ces 3 ans, la demande était caduque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas touché les 44 000. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci Patrick. Karima. Bonsoir. Je souhaite prendre la parole pour rétablir des vérités et nuancer certains propos. Je voulais dire que nous, il n'y a pas d'augmentation du coût de la tarification cantine au-delà des 2% qui sont pratiqués chaque année. La municipalité va prendre en charge le coût des denrées alimentaires qui ne fait malheureusement que très fortement augmenter. Et ce coût est estimé à 76 150 €, mais on le supportera sans discussion parce qu'il est en lien avec nos valeurs fortes, ou qu'on n'oublie pas que certains enfants ont parfois un seul repas équilibré dans la journée. Donc on ne discute pas sur ce coût. Et je discute avec des collègues adjoints qui n'ont pas eu le choix aujourd'hui de revoir soit une très forte augmentation ou malheureusement la composition type d'un plateau repas, chose que nous on ne fait pas. Les enfants vont conserver le même type de plateau. Donc je ne peux pas entendre ces choses et je voudrais vraiment que les propos soient plus nuancés et plus réels. Merci. Merci. Très rapidement, je vais simplement ajouter que je suis inquiète quand je vois la qualité de notre débat démocratique ce soir. Enfin voilà, je suis extrêmement surprise avec quel mépris on peut se parler. Enfin, évidemment que nous sommes favorables à toutes les mesures et tout ce qui va permettre d'améliorer les conditions des habitants, évidemment. Mais tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'être respecté, c'est d'inviter dignement, de pouvoir participer aux commissions. Et je te remercie Fabrice, tu dis les choses clairement, les yeux dans les yeux, on va se dire, nous tout ce qu'on demande c'est de pouvoir participer. Quand on est invité 3 jours avant une commission, évidemment qu'on ne peut pas se libérer, donc on s'interroge sur votre stratégie. Nos questions elles sont légitimes, mais voilà, maintenant il faut réintroduire je pense un peu de respect dans les débats, parce que là moi je m'en inquiète énormément. Et tout ce qu'on demande c'est de la transparence et d'être informé. Et d'être respecté comme élu d'opposition. On a le droit également, tu parles de débat, mais on n'est pas invité. Enfin, voilà, ou alors on est invité à la dernière minute. Enfin, vous savez pertinemment qu'on ne peut pas se libérer. Et est-ce qu'il y a un effort? Ça fait 2 ans qu'on réclame de nous informer sur des délais convenables, c'est tout ce qu'on demande. Et toutes ces précisions que vous nous apportez aujourd'hui, c'est très bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en débattre en commission, dans les commissions qui sont dédiées à ça? Voilà, tout simplement. Merci. Il y a Hélène. Peggy. Alors ma participation au débat d'orientation budgétaire. Alors évidemment, dans un débat d'orientation budgétaire, il y a les obligations budgétaires et le superflu. Je vous laisse imaginer où je me situe. Par contre, j'ai l'immense plaisir de faire partie d'une équipe d'élus et aussi de travailler par mon mandat avec des agents qui considèrent la culture comme un besoin, certes non vital, mais néanmoins essentiel. J'ai tiré cette phrase d'un échange avec le directeur des sports, donc pôle de la performance. Alors malgré les tensions budgétaires, notre équipe a fait le choix raisonné et raisonnable de mettre en place un pôle culture dynamique et solidaire dans l'objectif d'une culture pour et avec les habitants. L'idée serait de permettre aux habitants d'être fiers de vivre à Grand Couronne, parce que c'est une ville qui rayonne, dans laquelle il fait bon vivre. Les orientations fondamentales que nous avons fixées en équipe sont la lutte contre l'obscurantisme d'une part, et le respect et l'humilité d'autre part. Tout
Tout d'abord, le respect des couronnés, qui passe nécessairement par une proposition culturelle de qualité. Je vous pose la question, serez-vous prêt à voter favorablement un budget qui répond à cette orientation? Les choix de programmation culturelle discutés en commission, nous n'aurons ni Poupi ni Fianzo à l'avant-scène, puisqu'ils sont hors de prix pour nous. Mais nous travaillons au rayonnement de cette salle par le choix de propositions diversifiées et de qualité, des contrats qui soutiennent dignement les artistes et des mises en lumière des artistes issus notamment du CRD. Bien évidemment, les recettes sont très en deçà des coûts. La bibliothèque et la ludothèque, ces structures ne cessent d'augmenter leurs chiffres de fréquentation et la qualité de leurs accueils, ne cessent de réfléchir à de nouveaux dispositifs, par exemple une expo numérique, et ne cessent de mettre en place de nouveaux ateliers. De plus, ce sont des partenaires quasi permanents des manifestations de la ville. Certes, il y aura un blanc, 18 jours, avant Noël. 18 jours pendant lesquels la bibliothèque restera un lieu d'accueil pour les écoles, lieu d'accueil pour les classes et pour les enseignants, comme nous avons pu en discuter au cours de la commission culture, lieu d'accueil où les enseignants pourront faire œuvre de médiation autour du livre, comme leur formation leur permet de le faire. Certes, pendant 18 jours, il y aura un blanc. Nous n'avons pas voulu, encore une fois, augmenter la masse salariale. Nous faisons proposition d'une recherche de services civiques, comme ça vous a été dit dans la commission culture. Nous faisons œuvre aussi d'un reclassement. Donc toutes ces pistes de réflexion sont en cours. Il faudra effectivement prendre en compte ces 18 jours. Il me semblait en commission culture que nous avions convenu de ne pas agiter les peurs, surtout au niveau des enseignants, qui peuvent, par des formations professionnelles, avoir le sentiment que quelque chose qui se produit 18 jours sera pérennisé pour toute l'année scolaire. Ce ne sera pas le cas. Les ateliers culturels trouvent et retrouvent progressivement leur public. Les ateliers d'anglais pour enfants sont plébiscités. Je vous laisse examiner attentivement la tarification de ces ateliers. Vous ne trouverez nulle part aucun atelier faisant proposition d'un cours d'anglais collectif à ce tarif. Nous nous efforçons de répondre aux besoins dans une réelle dynamique de service public. Pourrons-nous continuer de soutenir financièrement ces choix? Cela dépendra du vote du budget. Et bien sûr, quand nous pensons proposition culturelle, la volonté de maintenir des enseignements artistiques et culturels de qualité passe bien évidemment par le soutien budgétaire au CRD. Pour cela, en comité syndical et auprès des habitants, nous assumerons cette dépense. Ensuite, l'humilité. Car il faut accepter de dépenser avec le risque de ne convaincre qu'une faible partie des habitants. C'est le choix de la culture des petits pas sans jamais renoncer. Une personne supplémentaire qui découvre l'avant-scène, c'est un progrès. Humilité dans la volonté de proposer des pratiques artistiques diverses, mais en prenant le risque de commencer avec peu de participants. Pour convaincre une plus large part de la population, nous faisons le choix de la transversalité et des partenariats. La culture avec le pôle solidarité, avec le pôle temps de l'enfant, avec le pôle vie de la cité, avec le pôle sport et vie associative. De plus, sans le soutien des services techniques, aucun projet ne verra le jour. Humilité, car il ne faut pas rêver. Le visionnage du conseil municipal fera toujours moins de vues que Cyril Hanouna. Je n'ai même pas pris le temps d'appeler Adrien pour ne pas lui faire perdre le sien, pour lui demander le nombre de vues du conseil municipal. Et enfin, la lutte contre l'obscurantisme. Les enseignements et pratiques artistiques sont des leviers puissants de lutte contre l'ignorance. À quel prix et quel prix sommes-nous prêts à mettre?
se retrouver à un spectacle, venir travailler ou se détendre à la bibliothèque, être ensemble autour d'un jeu à la ludothèque, ce sont autant d'occasions de rencontrer l'autre, de découvrir nos différences et les accepter, de n'être ni jugé ni jugeant. Notre choix est de favoriser les sensibilisations aux arts, ce qui peut-être, nous l'espérons, pourrait endiguer l'ignorance, la défiance, voire la méfiance de l'autre. Pour finir, le pire ennemi d'une politique culturelle active est le RN. Je ne sifflerai jamais les résultats des votes en faveur de ce parti, mais je m'interrogerai sans cesse pour mieux connaître les raisons qui poussent nos habitants à préférer ce choix. Pour cela, je ne cesserai de multiplier, pardon Anne, je ne cesserai de multiplier les propositions de projets pour vivre ensemble autour des arts. Je vous remercie. Merci Hélène. Peut-être un mot de conclusion, Guillaume Charlemagne. Oui, merci Madame la maire. Merci Madame Bacour pour votre discours. Je pense qu'en effet, il faut à un moment donné qu'on arrive à se détendre, mais il y a une différence quand même entre l'attitude de l'opposition en commission et l'attitude de l'opposition pendant un conseil municipal. Donc, je pense que mon collègue l'a souligné tout à l'heure également. Et peut-être que si vous relisez le texte qu'a lu M. Sago, vous comprendrez que les coups qui sont donnés ne sont pas de notre côté, mais plutôt du vôtre. Monsieur Sago, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait ouvrir les yeux. Je pense qu'il ne faut pas mettre de lunettes pour voir l'état de la ville. Ça vous a été expliqué. Je pense que vous êtes très investi dans certaines missions dans cette commune. Vous disiez que le compte n'y était pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, le remboursement de la dette par an à grand courant? Pourquoi cette question-là, vous ne la posez pas à la commission des finances? Mais pourquoi vous n'envoyez pas de questions quand vous ne venez pas à la commission des finances? Vous ne posez aucune question. Vous ne posez aucune question. Vous invitez à la commission, aux réelles commissions, là où le débat doit avoir. Madame Bacour, vous avez écouté. Madame Bacour, vous avez écouté j'ai posé une question. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant de la dette annuelle, du remboursement de la dette? C'est quand même essentiel. C'est une question essentielle, Madame Bacour. Vous avez terminé, Guillaume Charlemagne, vous avez écouté Est-ce son que vous pouvez nous intervention. donner le montant de remboursement de la dette annuelle? Bon. Nous remboursons 7 000. Nous remboursons. Mais vous l'avez préparé aussi, votre texte, Madame Bacour. Donc, vous voyez, vous essayez de nous donner, de nous faire la morale et tout de suite vous agacez. Donc, on va vous répondre. 7 500 € par jour, le remboursement de la dette. 7 500 € par jour. Nous avons remboursé, depuis que nous sommes élus, 5 700 000 € de dette. Il nous reste 20 millions. C'est énorme. Donc, moi, je veux bien entendre, ouvrez les yeux, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ouvrir ses oreilles et pas faire preuve d'obscurantisme. 2500 €, 2050 € par jour, rien que l'augmentation des fluides et du NBI. Rien que ça, ça va nous coûter 2050 € par jour que vous pouvez ajouter les 7500 que je viens de mentionner. Donc, on est en difficulté financière, je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez. Vous savez, on fait un classement des villes les plus endettées de France. On est 1000e, c'est-à-dire qu'on n'est pas bon du tout. On fait partie des 1000 communes les plus endettées de France sur 35 000 en France. Le taux d'endettement d'un couronné par habitant, par an, c'est 1790 €. En moyenne, en France, c'est 780 €. C'est énorme. Donc quand vous dites ouvrez les yeux, je suis désolé, mais là, je ne peux pas vous suivre. C'est pas possible. Donc à un moment donné, ça tend la discussion. D'accord? Je voudrais que vous preniez bien compte de la situation de la ville. Il n'y a pas besoin de commission, Madame Bacour, pour donner l'état de la dette. Je pense que vous la connaissiez, vous étiez d'ailleurs aussi élu, je pense, précédemment. Mais vous étiez élu précédemment, vous la connaissez, la dette, Madame Bacour. J'ai de la transparence, je suis en train de la donner, et elle sera signifiée dans le compte rendu. D'accord? Donc, nous sommes hyper endettés, nous avons des infrastructures qui sont défaillantes. J'ai envie de vous dire, on fait ce qu'on peut. Et on verra après dans la notification tarifaire. Parce que sur le pouvoir d'achat des couronnés, bien entendu qu'on en a conscience. Et je pense qu'on fait un effort considérable pour préserver le pouvoir d'achat des couronnés. Et on aura l'occasion de vous le dire dans la libération qui suit. J'en ai terminé.
Merci. Merci Guillaume. C'est d'autres remarques? Alors pour conclure ce débat, je l'ai dit en préambule, nous sommes effectivement dans une conjoncture inédite et particulière. Juste pour rebondir et terminer, M. Sago, vous parliez de la faible dynamique des recettes. Effectivement, savez-vous d'où viennent les recettes de la commune? Vous dites aussi, M. Sago, on dépense plus d'argent qu'on en fait rentrer. Mais M. Sago, avez-vous écouté la délibération précédente sur le mécénat, par exemple? Vous dites aussi qu'on est incapable d'imaginer de nouvelles politiques publiques. Là encore, l'exemple du mécénat est énorme, mais quand on croit que le mécénat, c'est la commune qui donne de l'argent aux entreprises, je crois qu'on n'a pas de conseils à recevoir au niveau du budget. Sur la question des tarifs, l'AMI ne nous a pas apporté conseil, ce que je vois, puisque hier, vous compreniez, hier quand on s'est rencontrés, je vous cite, que nous n'avions pas le choix que d'augmenter certains tarifs et que vous étiez conscient du fait qu'il faut délibérer sur ces tarifs. Et puis ça a très bien été rappelé par Karima Baziz, nous sommes fiers de ce que nous proposons et nous sommes fiers de ne pas impacter la crise économique sur les familles sur la question de la cantine. Et puis sur la question du personnel, vous parlez des augmentations de 0,5% du point comparé à l'augmentation qu'on a connue cette année. J'attends vos propositions d'équilibre budgétaire, notamment avec les recrutements de fonctionnaires que nous avons eus avant 2020. Sur la question des commissions, une fois de plus, vous avez la malhonnêteté de dire que le délai de prévenance est trop court. Je le rappelle à chaque fois que c'est possible, nous vous donnons la date de ces commissions. L'ordre du jour est envoyé un peu plus tard, mais Madame Bacour, vous n'avez même pas prévenu de votre absence à la dernière commission, et c'est vous qui parlez, c'est vous, Madame Bacour, qui parlez de mépris. Il n'y a ni insulte, ni haussement de ton dans nos propos. Nous ne sommes pas injurieux à votre égard, et sachez que vous êtes invité à chaque manifestation de la ville, vous êtes invité à chaque concert, à l'avant-scène, comme l'a rappelé Hélène, des nombreux concerts, des nombreuses animations, des nombreuses manifestations qui sont organisées dans la ville. Vous êtes à chaque fois conviés. Sur ce débat, ce qu'il est utile de rappeler que la situation économique est complexe, pénible, mais cela n'enlève rien à la situation désastreuse sur l'état des finances dans laquelle nous travaillons depuis 2 ans, mais cela aussi, ça a été dit. À Grand-Couronne, en tout cas, nous gardons la tête haute. Nous pouvons garder la tête haute, car nous avons le mérite de maintenir tous les services publics, de ne pas impacter la fiscalité, les tarifications, et je pense, comme je viens de le dire, à la cantine qui concerne de nombreuses familles. Je l'ai dit en préambule, nous sommes dans une période de sortie de crise Covid, en pleine crise énergétique et de hausse des coûts dans tous nos marchés publics, de hausse des matières premières. Nous devons faire face à une inflation forte, ça a été rappelé, de plus de 7%. D'ailleurs, je rappellerai aussi les propos de M. Dugnol au dernier conseil municipal, qui disait que notre commune doit faire face à une très forte inflation. Je suis ravie de voir que vous en avez conscience. Et l'augmentation de 3,5% du point d'indice, mesure nécessaire pour les agents et pour laquelle, bien sûr, il faut se réjouir, mais qui ajoute une charge supplémentaire sur notre collectivité. Il y a de nombreuses collectivités qui ferment des services publics ou qui diminuent la qualité du service. Ici, à Grand-Couronne, je le redis, nous faisons le maximum. Et ça a été rappelé par tous les élus autour de cette table, nous faisons le maximum pour que cette crise ne soit pas ressentie par les couronnés. Et c'est donc dans cet état d'esprit que nous avançons. Nous restons prudents, malgré tout, sur le choix des investissements qui sont faits et qui sont des investissements qui correspondent aux besoins, comme par exemple la renaturation de la cour d'école Victor Hugo, le tout en préservant au maximum les impacts directs et financiers pour les habitants. Un dernier mot, et je me réjouis au contraire de ce débat ce soir, de ce débat démocratique. Il y a un vrai débat sur les orientations budgétaires 2023, ce qui fait plaisir.
Et ça, je sais que ça vous gêne aussi, tout comme la dette sur laquelle nous reviendrons à chaque fois que nous en avons envie. J'en profite pour terminer mon propos pour remercier l'ensemble des services qui ont travaillé sur la préparation budgétaire, parce que travailler sur une préparation budgétaire pour voter le budget en fin d'année au mois de décembre, c'est un exercice difficile. Et encore plus cette année dans le contexte incertain et dans ce contexte de crise économique que nous traversons. Donc, un grand merci aux services qui sont nombreux ce soir. Vraiment, sachez que nous apprécions travailler avec vous, même si apparemment ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, merci en tout cas de votre travail. Merci bien sûr à la direction des finances, Virginie Génistra pour son travail, et puis à notre DGS Géraldine Doigt-Perret. Un grand merci pour cette préparation à la fois des orientations budgétaires et pour le budget que nous aurons l'occasion de voter au mois de décembre. Il n'y a pas de vote sur cette délibération puisqu'on est sur un don d'acte de prise en compte du rapport et du débat sur les orientations budgétaires. Excusez-moi, je finirai sur cette phrase. Je tiens simplement à rappeler que la dette, elle est posée quand même par la piscine. Nous ne sommes pas responsables, c'est pas nous qui avons créé le statut. Voilà, on vous le dit à chaque fois. Et on vous dit à chaque fois qu'elle est là. Je vous remercie de ne pas nous rendre responsables de la conjoncture ni de la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe dans le. Le compliment est retourné, Madame Lacour. Donc je vous propose de passer donc à la délibération sur les tarifs applicables au 1er janvier 2023. Merci Madame la maire. Considérant la nécessité d'adapter les tarifs à compter du 1er janvier 2023 et en tenant compte notamment de l'indice des prix à la consommation hors tabac, il est proposé d'adopter les tarifications dans les annexes qui vous ont été remises. Les tarifs sont détaillés comme suit. Vous avez une annexe 1, tarif restauration, centre de loisirs, séjour été, animation de quartier, accueil périscolaire et crèche. Annexe 2, tarif animation de loisirs, location à nocifiste, location des salles, location de l'avant-scène, spectacle, atelier culturel et bibliothèque. Annexe 3, copie de documents, concession cimetière, transport jumelage, marché, activité commerciale, stationnement et occupation du domaine public. Et annexe 4, tarif du centre aquatique Alex Jamy. Seuls les tarifs du tableau référencé en annexe 1 et pour lesquels le montant minimum est indiqué sont soumis au calcul du taux de participation suivant la délibération du 14 décembre 2015. Ce taux de participation est valable pour une année et est recalculé à partir du 1er avril de chaque année, sans préjudice des règlements spécifiques aux accueils de loisirs des Grands Couronnes. Les remboursements tarifaires sont effectués sur la base des justificatifs demandés et pour la quote-part remboursable. Dans le cas des paiements par chèque, les remboursements sont effectués sous déduction des frais éventuels engagés lors du paiement initial. Merci. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération tarifaire? Pas de remarques sur cette délibération. Je vous propose donc de la mettre. J'ai une remarque à faire, si je peux me permettre. Bien sûr. Je voulais quand même indiquer qu'au niveau des repas de cantine, le coût total est estimé pour l'année prochaine à 719 000 €, avec une charge pour la ville de 387 700 €, c'est-à-dire plus de 25% par rapport à l'année dernière. Merci pour cette précision importante. Je vous invite donc à voter. On peut faire comme ça. 29 votes pour cette délibération, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. On a donc fini la direction des finances. Ah non, je suis restée, pardon. 29 votes, donc 22 pour et 7 contre. C'est donc adopté. Merci. On passe donc la direction des finances étant épuisée, nous allons passer à la direction des ressources humaines avec une première délibération sur le règlement du temps de travail et quelques adaptations qui vous sont proposées dans ce document.
puisque lors de l'adoption par délibération du 9 novembre 2021 du règlement du temps de travail, il a été prévu qu'un comité de suivi institué avec les organisations syndicales et les agents représentant toutes les filières de la collectivité soit mis en place pour justement proposer des évolutions nécessaires sur ce règlement. Ce comité de suivi a donc été mis en place et les doléances ont été recueillies entre le mois de juin et septembre avec des rencontres par pôle, par direction ou services concernés en présence des chefs de service et de tous les agents volontaires pour discuter du règlement du temps de travail. Les syndicats ont également été entendus sur cette même période et les négociations ont donc permis de prendre en compte des adaptations au règlement du temps de travail, comme par exemple la souplesse donnée sur la pause des RTT avec un report plus important sur l'année N+1. On augmente également de 2 à 3 jours la conversion des heures supplémentaires en jours d'épargne sur le compte épargne-temps. Une réadaptation sur plusieurs services en ce qui concerne les horaires saisonniers. Et un élargissement également des autorisations spéciales d'absence. Bref, un certain nombre d'ajustements qui vous est proposé d'adopter dans ce règlement du travail modifié, adapté en tout cas pour cette année. Il y a des remarques. Est-ce que la Cour ? Très rapidement, on va pas refaire le débat ce soir sur ce règlement intérieur et la mise en place des 1607 heures, pour lequel évidemment, je le rappelle, nous sommes contre, mais je sais que vous êtes contraints. Mais pour être en cohérence avec le premier vote, nous actionnons sur cette opération. Très bien, merci de cette précision. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Alors, j'ai 29 votes, donc 22 pour et 7 abstentions. Une délibération suivante sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Donc là aussi, un ajustement. Il vous est proposé par cette délibération de mettre à jour la délibération du 27 juin 2002 qui établit la liste des manifestations permettant le dépassement des 25 heures supplémentaires. Il s'agit de mettre à jour les manifestations de la ville. Donc vous retrouvez dans la liste qui est présente sur la délibération, donc par exemple le forum des associations, la fête de la ville, le quartier d'été, les estivales, donc toutes ces nouvelles manifestations qui sont mises à jour à travers cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques avant de mettre au voix? Pas de remarques, je vous invite donc à voter. « 29 votes et donc 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Une délibération sur les créations et suppressions de postes, donc une délibération que vous connaissez, puisqu'on la retrouve quasiment à chaque conseil, donc qui modifie le tableau des effectifs avec une création sur le grade qui est précisé dans la délibération pour un recrutement par voie de mutation. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite à voter. Je vais trop vite. Alors, il manque 2 votes. Il y a 29 votes et 29 pour. C'est adopté à l'unanimité. Un règlement également sur l'utilisation des véhicules, puisque l'objectif de cette délibération est la prédiscussion avec les représentants du personnel. Nous avons souhaité rendre disponible le parc commun des véhicules à l'ensemble des agents. De ce fait, la bonne gestion du parc automobile par l'ensemble des agents suppose que chacun soit bien informé et des règles d'utilisation, de ses droits et de ses devoirs en la matière. Donc, ce règlement d'utilisation précise les conditions d'utilisation, notamment en ce qui concerne les règles de carburant, d'emprunt, de renouvelage, de règles de conduite, et les obligations de chacun en cas d'incident. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. « 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une délibération sur le contrat d'assurance des risques statutaires. Là aussi, c'est une
Délibération qui conforte en fait, qui renouvelle l'assurance que nous avions déjà, puisque souvenez-vous, par délibération du 9 novembre 2021, nous avions demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime de rechercher pour notre compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à notre charge. Vous retrouvez dans la délibération toutes les conditions sur l'assurance qui est proposée par le centre de gestion, qui sont les mêmes, je le précise, que sur l'assurance précédente. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Je vous invite à voter sur ces délibérations. Alors, 29 votes et 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe donc au pôle Vivacité avec une première délibération sur un règlement, toujours celui des cimetières. Guillaume Charlemagne. Revenons. Excusez-moi, mais pour une fois que je n'ai pas le poids de la finance. Donc en fait, voilà, il y a une petite modification du règlement à la demande des familles sur la possibilité de poser un soliflore ou un médaillon photos des défunts sur les cases columbarium. Et puis également la loi du 29 décembre 2020 qui avait supprimé les taxes communales. Désolé, je reviens sur les finances pour le coup. Sur les opérations funéraires, nous avions une taxe de superposition. Aujourd'hui, elle indiquait que certaines taxes peuvent perdurer. Nous réactivons cette taxe que nous appellerons redevance de seconde et ultérieure inhumation applicable à toute nouvelle inhumation en concession de terrain, caveau et columbarium. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix la délibération sur le règlement des cimetières. 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Un règlement encore sur les comités citoyens de quartier avec une notification. Cathy, Septi. Donc l'organisation des comités citoyens de quartier, initialement approuvée, comprend la représentation des habitants dans chaque instance au nombre de 5. S'il convient de maintenir ce premier principe de représentation, il est souhaitable de conforter celle-ci pour permettre en présence effective des représentants sur l'ensemble des instances et de désigner et associer des suppléants. Il vous est donc proposé de modifier l'article 2 du règlement annexé en ce sens. Merci Cathy. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. Donc un vote. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Sur les comités citoyens de quartier, composition Hamid Belagni. Suite à notre élection en 2020, nous avons tenu à créer plusieurs commissions extra-municipales afin de renforcer le lien entre les élus et les administrés. On en a déjà parlé en conseil municipal, donc à plusieurs reprises. 4 CCQ, comme on les appelle, comité citoyen de quartier, un pour Diderot-Mélier, un pour le centre-ville Caravaché, un pour les Boutières, Loyac et un pour les Essarts. On a déjà évoqué la façon dont sont constitués ces comités citoyens de quartier. On vient d'évoquer le nouveau règlement qui permet de passer de 5 membres désignés et à 5, avec 5 membres suppléants aujourd'hui, maximum possible pour chacun d'entre eux. Il y a eu justement une commission, comme on l'a déjà évoqué au départ, on n'a pas changé les règles, avec la parité homme-femme, le principe de représentativité géographique, de façon à avoir tous les quartiers à l'intérieur de ces sécu représentés. Et pour cela, je vous demande donc la liste des référents est citée dans cette délibération. Je vous demande de valider les candidatures retenues pour cette commission extra-municipale, pour les 4 entités, comprenant les suppléants, d'autoriser Madame le maire à mettre en application les modalités de désignation des représentants des comités citoyens et à assurer la continuité de la représentativité. Merci Annick pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets donc aux voix la délibération. 29 votes, 28 pour, une abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Une délibération sur la dérogation municipale au principe du repos dominical.
Tamer, Cotal. Alors, suite à une sollicitation en date du 12 octobre d'une enseigne locale, il est demandé au conseil municipal d'accorder au commerce de détail implanté à Concombre le principe de 5 dérogations annuelles aux règles du repos dominical et de les autoriser à ouvrir leur établissement les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023 dans les conditions exposées ci-dessus. Merci Tamer. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? On est donc aux voix. Il manque un vote. 29 votes, 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité. La signature du pacte avec la métropole Rouen-Normandie, Fabrice Raoul. Il s'agit ici d'autoriser Madame le maire à signer le pacte, le plan d'accompagnement des changements de la transition écologique. C'est un plan qui a été mis en place après la COP 21 et qui permet aux différentes communes, dont celle de Grand Couronne, de profiter d'outils d'animation à titre gracieux, puisque financés par la métropole, sur des thèmes divers qui entre autres, sont sur la gestion de l'eau, la réduction des déchets, les mobilités douces, l'alimentation durable. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. « 29 votes, 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au pôle des temps de l'enfant avec une convention avec les Francas et on retrouvera les Francas dans la délibération suivante. Hélène Cachy. Alors, la présente délibération concerne la mise en place d'animation, projet de temps de réflexion autour de l'éducation et de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de la mise à disposition de matériel et d'intervenants sérieux bénévoles de l'association. C'est une convention pour une année de plus avec les Francas. Merci Hélène, délibération est-ce que classique, j'ai envie de dire. Oui. Vous avez des remarques? Mais donc on voit cette délibération. Votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc le partenariat avec on a une convention avec les Francas. Il s'agit d'intervention de 2 animateurs à temps plein sur le plan de l'ESCO et extrascolaire. Ce sont des animateurs en formation des PGEPS, donc qui interviennent sur les structures. Merci Hélène, est-ce qu'il y a des remarques? Mais donc on voit cette délibération. Vote, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Hélène Caffi, toujours sur le dispositif colo apprenante. Donc c'est un dispositif qui est renouvelé encore cette année. La demande de labellisation des séjours organisés par la commune, qui a reçu un avis favorable encore par les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour un montant de 22 280 €. J'en reconnais l'engagement. Merci. Merci Hélène. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix cette délibération. Votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le partenariat avec la CAF sur le dispositif classe. Oui, c'est le projet de délibération concerne le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Ce dispositif est porté par la commune et soutenu par la CAF, à la fois pour l'accompagnement à la mise en place et à l'organisation de nos classes, mais aussi pour les aides financières et le développement des actions. Le classe en soi, il vient répondre à des besoins. Donc oui, on offre des nouveaux services et au-delà de ce qu'on entend par partenariat, c'est bien plus profond. C'est aider les jeunes en utilisant les technologies de l'information et de la communication, notamment pour accueillir des méthodes, des approches et des relations susceptibles de faciliter l'accès au savoir.
Au-delà de ça, c'est aussi élargir les centres d'intérêt des enfants et de leurs familles, mais promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales, économiques de la ville ou de l'environnement proche. Valoriser les acquis ou les renforcer dans leur autonomie personnelle et leur capacité à la vie collective, notamment par la pratique de l'entraide et l'encouragement du tutorat entre les jeunes. Donc oui, nous répondrons favorablement à tous les dispositifs qui s'offrent à nous pour qu'ils ont du sens et quand ils sont en lien avec nos valeurs. Merci Karina pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques sur la délibération? Je vais donc au voix. Un vote. 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant au pôle culture avec une première délibération sur la convention de partenariat avec l'IME. Convention de partenariat donc, entre l'IME, le Besançon et la ville de Grand Couronne. La ville de Grand Couronne souhaite être un partenaire solide pour le développement des activités culturelles qui sont proposées aux jeunes de l'IME. L'IME, depuis plusieurs mois, a mis en place des ateliers théâtre avec un intervenant sans avoir de local dédié. Donc ces ateliers se déroulent dans le gymnase, dans une salle, dans un groupe éducatif. Il est donc proposé de leur mettre à disposition l'orangerie qui va accueillir l'école de théâtre de Grand Couronne pour pouvoir y exercer cette pratique théâtrale dans un lieu dédié. Merci Hélène. Très beau projet en effet. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets au voix la délibération. Donc, un vote, 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va avoir 3 délibérations sur des résidences d'artistes. La première avec la compagnie Le Cœur Vaillant. Félix. Alors de nouveau, une convention de résidence d'artistes, c'est quasiment un luxe de continuer à proposer des résidences d'artistes et la mise à disposition de l'avant-scène en hiver avec du chauffage, de la lumière. Et par les temps qui courent, je crois que la ville de Grand Couronne, je vais être particulièrement fière de mettre à disposition sa salle de spectacle pour les compagnies qui recherchent ce type de lieu pour s'exercer et faire résidence. Merci Hélène. Et là encore, c'est un bel exemple de partenariat. Est-ce qu'il y a des remarques? Je me vois la délibération. Vote, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La compagnie Genève. Petite particularité, la compagnie Jeunesse qui vient en résidence pour une première création. Donc la ville de Grand Couronne tient à aussi pouvoir participer à la promotion des premières créations pour soutenir les artistes et surtout les petites compagnies qui ont peu d'accès. Et la ville de Grand Couronne y est très attachée. La compagnie Genèse, dont l'un des comédiens est aussi un enseignant d'école de théâtre. Merci Hélène. Pas de remarques, je mets donc au voix cette délibération. « 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La convention avec la compagnie Impact. Alors, convention de résidence d'artistes avec la compagnie Impact. La compagnie Impact est celle avec laquelle nous avions essayé de monter un projet tripartite entre la ville, le collège Matisse, pour qu'il puisse lui aussi profiter de jumelage d'artistes et avec la compagnie Impact. Malheureusement, la DRAC a fait d'autres choix et a refusé notre demande. Nous récupérons la compagnie Impact en résidence d'artistes et en espérant pouvoir poursuivre avec eux et le collège Matisse. Merci Hélène. Pas de remarques, je mets donc au voie cette délibération. Quatre votes. Je perds pas le rythme. 29 votes.
29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération sur la mise en place d'une charge de coopération à la bibliothèque. Hélène Belli, toujours. Alors j'évoquais tout à l'heure nos fondamentaux, il y a aussi l'incitation au bénévolat, la coopération. La bibliothèque souhaite participer et établir pour cela une charte d'accueil du bénévolat pour ceux qui souhaitent offrir du temps au service public et aux lecteurs de la bibliothèque bourguisie. Donc bien évidemment, ça n'est absolument pas une compensation au manque très temporaire d'agents à la bibliothèque. De préciser qu'il y a des remarques, on voit cette délibération. Un vote, 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La charte d'animation culturelle à la bibliothèque. Alors, dans un souci d'ouverture démocratique, nous souhaitons que la bibliothèque puisse permettre à chaque usager de participer à l'animation culturelle. Merci. Délibération très rapide. C'est l'animation. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, je mets donc au voie cette délibération. 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle sport, vie associative, manifestation avec une délibération sur les subventions aux associations. La ville de Grand Couronne tente de poursuivre son soutien au secteur associatif local de culture, de loisirs et d'utilité sociale et d'éducation populaire en faveur des habitants de la commune. C'est pourquoi il vous est proposé de voter les subventions suivantes. 233 € pour Question pour un champion, 200 € pour Orient en Seine, 6 636 € pour l'UCAE, 200 € pour les potagers et 200 € pour l'APE Brossolette. Merci Privo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Au voix. 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, 3 délibérations sur des contrats d'objectifs avec des clubs sportifs. Le premier pour le Guidon d'Or couronné. Patrick Duboc. Donc, on a une première délibération concernant le Guidon d'Or couronné, club de cyclisme présentant un intérêt local, n'apportant une aide matérielle et financière à ses jeunes adhérents. La ville souhaite donc mettre en place un partenariat étroit avec ce club en proposant un contrat d'objectif sur 3 ans. La ville apporte donc un soutien à ce club qui souhaite développer ses activités et ainsi lui permettre de mener à bien ses actions à caractère sportif et éducatif en lui versant une subvention et en mettant à la disposition des équipements sportifs. Donc on vous propose de verser 1 500 pour 2022, 2 000 € pour 2023 et 2 000 € pour 2024. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, pas de remarques, mais donc au voix. 29 votes, 29 pour, c'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le contrat d'objectif pour le Noble Art couronné. Donc nous avons un deuxième contrat d'objectif, le Noble Art couronné, club de boxe anglaise, présente un intérêt local en apportant une aide matérielle et financière à ses jeunes adhérents. La ville souhaite donc mettre en place un partenariat étroit avec ce club en proposant un contrat d'objectif sur 3 ans. La ville apporte donc un soutien à ce club qui souhaite développer ses activités et ainsi lui permettre de mener ses actions à caractère sportif et éducatif en lui versant une subvention et en mettant à disposition des équipements sportifs. Donc c'est pareil, on vous propose 1 000 € pour 2022, 2 000 € pour 2023 et 2024. Très bien, merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets au voix cette délibération. 29
votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La contrat d'objectif pour les requins couronnés triathlon. Ce sera le dernier. Les requins couronnés triathlon présentent un intérêt local en apportant une aide matérielle et financière à ces jeunes adhérents. La ville souhaite donc mettre en place un partenariat étroit avec ce club en proposant un contrat d'objectif sur 3 ans. La ville apporte donc son soutien à ce club qui souhaite développer ses activités et ainsi lui permettre de mener à bien ses actions à caractère sportif et éducatif en lui versant une subvention et mettant à disposition des équipements. Donc là c'est pareil, nous proposons 2 000 €. 2 000 € sur les 3 années. Voilà. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, je mets donc au voix cette délibération. Il y a 29 votes, 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et on passe au dernier pôle, le pôle technique avec une session immobilière cadastrale. Il s'agit ici. Merci Patrick. Je t'en prie. Il s'agit ici d'une cession immobilière sur une parcelle nue et non viabilisée, cadastrée AE 700, une superficie de 167 mètres carrés qui se situe impasse Marcel Longrenier à Grand Couronne. C'est une parcelle qui jouxte la personne qui souhaite ou la famille qui souhaite l'approprier ou l'acheter. Il s'agit de monsieur et madame Cotan Ali. D'où le non-vote, et ça je ne l'ai pas précisé, tu vas le préciser après. D'accord, ok. Il ne s'agira pas de toute la parcelle, elle fait 167 mètres carrés, nous garderons, enfin la métropole gardera une petite superficie d'environ 50 mètres carrés pour les accès. Il y aura donc une parcelle de 115 mètres carrés qui sera cédée. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces délibérations? Je n'en vois pas, donc je lève le suspense. Il y aura donc 2 élus qui ne font pas par le vote, M. Cotan et Cécilia Cotan également. Je vous invite pour les autres à voter sur ces délibérations. J'ai bien 27 votants et 27 pour, c'est donc adopté à l'unanimité presque. Je vous remercie. Eh bien, nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il est 20h12. Je vous remercie. Je vous remercie pour la qualité de nos échanges ce soir en conseil municipal. Donc, rendez-vous au mois de décembre pour voter le budget. Merci à tous et bonne soirée.